Bonjour. Bonjour pour toi. On va démarrer dans quelques minutes. Hop. Et d'ailleurs, en ligne, vous voyez l'écran aussi? C'est bon, Mathis, ou pas? Oui, c'est Voilà. parfait. Et ben, vous pouvez d'ores et déjà scanner ce petit code qui sera le démarrage de cette session. J'ai géré Mathis pour les entrées. On démarra. Parfait. Donc effectivement, dans la salle où on est, vous pouvez scanner ce petit code. J'y ajoute aussi? Non, toi non, a priori, enfin, j'ai comme comme tu veux. Ça sera commencé, comme on a dit, en présentation. Et tu pourrais montrer. Ah ok, c'est quand même commenté. Répétez vos petites trucs. Je sais Vous commentez? Non, oui, je ne sais pas. On s'interroge sur l'usage de la plateforme. Ah, bah ça va, vous allez voir. Il y a plein d'utilisations. Donc, ça pour démarrer, on va d'éviter de faire un tour de table où chacun présente, mais on fait quelques petites questions qui vont vous dire qui on est. Dis-moi. C'est quoi? De faire Moi, j'ai mangé sur les. Ah, sur le. Ah oui, merci, c'est sympa. Oh non, prenons quand même. On fera aussi après. Prenons et après. Ce qui me permet d'ailleurs de vous dire déjà qu'à la fin de Café de la table, enfin, dans le jour qui vient, on vous envoie un petit formulaire d'évaluation aussi. N'hésitez pas à rajouter des cœurs et vos idées ou vos retours, en tout cas, on est preneur évidemment de ces éléments. Allez, on attend encore une minute et on démarre. Parce que j'ai pour politique de dire que si on est là, celles et ceux qui sont là. Et bonjour à tous en ligne. De la même manière, vous pouvez scanner le petit QR code qui va s'afficher sur votre écran. On va démarrer par ce temps de présentation. Ouais, c'est bon. Ça, normalement, ça se verrouille pas. Allez, bon, on va démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Moi, je suis Frédéric Lepin, le directeur du Tuba. Je précise d'abord que ce café de table, il est enregistré.
Comme ça, on peut le remettre ensuite en ligne et en replay pour ceux qui souhaitent, enfin, ceux qui étaient pas là, ceux qui veulent revoir ce temps de présentation. Je précise aussi une chose d'un point de vue logistique, parce qu'on a eu ces questions-là la dernière fois. Si vous avez des questions dans la salle, vous aurez des questions ou des remarques dans la salle aussi tout à l'heure. On fera bien attention à soit à les répéter, soit à bien parler fort, parce que en ligne, c'est pas toujours simple d'entendre les questions. Donc, c'est petit mémo, j'essaierai d'y penser, mais voilà. On pense à reformuler ou en tout cas à répéter la question avant de redémarrer l'explication. Quelques tout petits mots pour vous dire. Donc, bienvenue au TUBA. TUBA, c'est un tiers-lieu des données, du numérique responsable, des enjeux urbains, pour aussi dire des territoires intelligents et durables. On organise à travers DATAble des événements qui permettent d'animer cet écosystème autour des données, en particulier, et du numérique responsable. Les cafés DATAble, c'est 1 heure de partage de projets IA, data, numérique, où on va aller décortiquer un petit peu un projet, des cas d'usage, différentes thématiques sur la data et l'IA et permettre de comprendre comment s'est déroulé un projet, quels ont été les freins rencontrés, etc. Ce sont des temps qui sont ouverts à toutes et à tous. Plutôt, on disait tout à l'heure, si vous êtes data friendly, évidemment, ou numérique ou digital friendly, on va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est ouvert à toutes et à tous, quel que soit le niveau d'expertise. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, à revenir, à inviter vos collègues. Ça s'inscrit aussi plus largement dans l'adhésion à l'association New Urban Data. Donc, si vous trouvez que vous y gagnez, vous y trouvez votre compte dans cette programmation, dans ces événements, notamment les cafés data, n'hésitez pas à inciter vos structures à adhérer, ou en tout cas à venir à TUBA et à coopérer avec TUBA. On en sera ravis. Ce temps, donc, on va passer environ 30-40 minutes, je pense, de présentation. On se garde un quart d'heure plus spécifiquement d'échange, mais globalement, c'est un temps qui se veut interactif. Donc, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. L'objectif aussi, c'est que ce soit plus clair pour tout le monde. Il y a des termes qui sont pas forcément évidents. N'hésitez pas. Aujourd'hui, on accueille Hervé Rivano, qui est professeur à l'INSA Lyon, et je le remercie d'avoir accepté notre invitation et de jouer à ce jeu de cette présentation. On va parler de données de mobilité et de leur impact sur comment on pense la vie urbaine, et notamment à travers des travaux académiques. On va parler de décarbonation, de cyclisme, de signalisation, de données cellulaires aussi, je crois, mais je laisserai vous préciser tout ça. Et pour démarrer, pour commencer, on commence par ce petit tour de table virtuel à travers le QR code qu'on vous a partagé. Donc, si vous ne l'avez pas encore scanné, flashé, je vous invite à le faire. Et on va commencer avec 6 questions qui nous permettent de savoir un peu qui est là, pourquoi, quel est votre degré de maturité sur ces différents sujets. Hop, on remet le QR code au cas où. Et on va démarrer avec une première question qui est assez simple. Est-ce que vous avez déjà participé à un café DATAble? Oui ou non? Est-ce que c'est une première? Oui, c'est bon encore le code. Alors, 18, je crois. J'ai 15 réponses. Alors, ce partagé, ma foi. C'est équilibré finalement. J'enchaîne sur la deuxième question, plutôt sur votre situation géographique, puisque vous êtes certains ici, évidemment, et d'autres en ligne, et donc il y a peut-être des situations géographiques différentes donc, entre le territoire de la métropole de Lyon, la région, l'Île-de-France ou autre. On a une très bonne représentation locale, vraisemblablement. Ah, autre aussi, quand même. Ah oui, peut-être d'Aix-en-Provence, je pense. Je crois. Hop, j'enchaîne sur la troisième question. Vous travaillez pour quel est votre employeur en catégorie? Est-ce que c'est plutôt une administration, une collectivité, une grande entreprise, une ETI, une PME, une start-up, le monde de la recherche?
une association ou autre. Donc, partager là aussi, administration publique, agence d'État 4, collectivité 4, en entreprise 3, association 2, autres, plutôt public quand même aujourd'hui, mais pas que. Le nom de votre structure. Je rajoute SCE, c'est ça. Ah, tu peux encore scanner? Non? Mais alors, tu vas avoir à nouveau tout. Donc, CEREMA, Métropole de Lyon, Saint-Étienne Métropole, Aura de Dreux, Ville de Lyon, CETEC, DOT, je vois pas mal de public, pas mal d'environnement, évidemment, de la mobilité, quelle surprise. Tant mieux. Ouais, après, l'idée de Cyril Café Data, c'est aussi que ça puisse s'inspirer à travers d'autres secteurs. Mais bon, là, c'est vrai que c'était assez orienté. Hop, votre niveau d'expertise, on va dire, sur les sujets data, est-ce que vous considérez, s'il y a une auto-évaluation, est-ce que vous considérez plutôt comme novice, plutôt un niveau intermédiaire, plutôt expert? Ah, on a plutôt des niveaux de maturité assez forts aujourd'hui, pas toujours le cas. Ça met la barre haute. Et pour le ou la novice, faut pas voir. Oui, c'est l'objectif. Il y a de des petits. Ah non, il n'y a rien de pour normal. Et je crois que c'est la dernière question, pardon. Quel est votre champ d'intervention professionnelle? Est-ce que c'est plutôt dans les SI, data science, design, commercial, marketing ou autre? Dans le marketing, Plutôt SI, globalement, data science, autre. Ok. Et ben voilà, je crois que c'était ma dernière question. Merci à toutes et à tous de d'avoir joué ce jeu. Ça permet aussi voilà, d'y voir un petit peu plus clair sur les présents. Je laisse maintenant du coup la parole à Hervé. Je te laisse à la fois te présenter et je te donne la main sur la présentation. Je vais te la mettre en plein écran pour que ce soit plus facile. Voilà. Et je te laisse la place. On peut minimiser. On se voit aussi. Ah oui. Ok, bonjour. Donc, comme vous avez été dit, je suis Hervé Livano, donc je suis professeur à l'INSA de Lyon et je dirige aussi une équipe INRIA, je vous fais les logos du Tour de France, une équipe INRIA qui s'appelle Agora, qui travaille sur les réseaux radio pour l'environnement urbain. Vous allez voir qu'on va pas beaucoup parler, enfin un peu parler de réseau, mais c'est via les réseaux, on arrive à voir aussi la mobilité, ça nous intéresse beaucoup. Tout ça appartient à un laboratoire qui s'appelle le City, et il y a le logo de l'école urbaine de Lyon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette institution qui n'existe plus depuis quelques années, qui était un institut de convergence de l'Université de Lyon, pour faire du travail pluridisciplinaire. Et c'est dans ce cadre que s'est passé l'essentiel du travail dont je vais vous parler sur le cyclisme. Et je me rends compte que j'ai oublié de changer de titre. Ça c'est la grosse partie, mais il y a une partie qui n'a pas à voir avec le cyclisme. Et donc c'est moi qui parle, mais il y a donc j'ai beaucoup parlé de la thèse de Lucas Magnana qui a été faite dans l'école urbaine, les résultats d'un collègue de mon équipe qui s'appelle Razvan Stanika sur les données cellulaires, et puis il y a plein de gens qui c'est il y aura du name dropping de temps en temps, ça sert à rien, mais ça fait plaisir et c'est normal de dire que c'est pour moi qui le fais. D'abord, j'ai commencé sur le voilà. Sur le vélo, je commence par ça, parce que c'est quand même le gros de ce que je vais vous raconter, et puis voilà, c'est principalement mon sujet. Pourquoi on s'est intéressé à ça? Parce que voilà, je suis pas sûr d'avoir besoin de vous convaincre du fait que la question du vélo en ville, c'est un gros sujet en ce moment, mais ancien. Ça fait
très longtemps que la question du vélo en ville apparaît, avec toutes ces questions sur la santé, sur l'environnement, et la question de les villes essayent de faire des choses autour de ça. C'est beaucoup de travaux d'infrastructure, mais il y a aussi de comprendre comment les gens font du vélo, pourquoi et comment on peut favoriser ça, la pratique du vélo. Alors, pour moi, c'est assez ancien. Au départ, ça part d'une idée complètement farfelue pour l'époque, qui était de dire, moi, je travaillais sur les réseaux de capteurs, sur la mesure de l'environnement. Et avec une collègue, on s'était dit, pourquoi on ne mettrait pas des capteurs sur des vélos pour capter là où les gens font du sport, notamment sur la qualité de l'air. Et puis de là, on est venu sur, oui, mais il faut remonter les données des capteurs, donc on va faire des vélos connectés. À l'époque, ça n'existait pas. Ça a été fait après, ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu vraiment de marché là-dessus. Vaguement des trucs de co-détection des vélos pour faire du système anti-vol, mais même ça ne marche pas. Et donc à l'époque, ce qu'on avait regardé, on s'était dit, supposons que les stations de vélo soient des stations type Wi-Fi ou d'autres techno de réseau radio, qui soient des points d'accès, et puis on a nos vélos qui se baladent, et puis combien d'informations on peut collecter avec ça sur le territoire? À quel point les vélos, les outils mobiles, les objets mobiles dans l'espace peuvent être un échantillonnage de l'espace capté par cette infrastructure. Donc c'était rigolo, c'était beaucoup autour de la densité spatiale, très préliminaire. Et puis, il y a un historique autour de ça, c'est qu'aussi j'avais travaillé avec des collègues, donc Benjamin Baron, qui est en doctorat au LIPSIS, sur une idée tout aussi farfelue et que j'espère qu'un jour ça viendra sur le marché, ça, c'est de se dire, on a des véhicules électriques qui émergent, plutôt que de recharger les batteries, pourquoi on ne pourrait pas les enlever et en mettre des chargés en station, et que dans ces batteries, tant qu'à faire, il y a des disques durs et que ça fasse un réseau de transport de données type data mule, on appelle ça dans la littérature, c'est-à-dire que je vais avoir des disques chargés, je vais les laisser à un autre endroit, la donnée va se balader comme ça, et en fait, ça fait un réseau d'infrastructures, si on avait travaillé sur le réseau d'autoroute, minuscule en termes de capacité de transport. En délai, c'est pas énorme, mais en capacité de transport, c'est énorme, ça pourrait servir notamment à synchroniser toutes les bases de données françaises de tout, et de manière très efficace. Bon, c'est pareil, c'était de la science-fiction, puis c'était théorique. C'était intéressant, et là, sur les vélos, on s'était intéressé à la même question, de dire, oui, mais donc je peux communiquer avec mes stations de base, là, mais peut-être que je ne peux pas tout de suite, donc je vais peut-être transférer mes données au vélo d'à côté, qui va être transféré, jusqu'à atteindre une station de base. Et voilà, on s'était intéressé à ça, dans la thèse de Yostas Mera, autour de comment on le fait, puis surtout, quel débit, quelle quantité d'informations, quelle consommation énergétique, et des choses comme ça. Je vous dis ça, juste parce que c'est quoi la problématique à quoi on arrive là? On arrive à plein de résultats théoriques marrants, mais on dit, ouais, mais déjà, il faudrait que je sois capable de simuler correctement le déplacement des vélos. Et c'est là qu'on a réalisé, nous, qu'on ne savait pas du tout où étaient les vélos dans la ville. On sait d'où ils partent et où ils vont avec les données de vélo, notamment. Avec des enquêtes sociologiques, on peut savoir qu'est-ce que font les gens avec leurs vélos, mais par contre, par où ils passent, zéro donnée. On n'a rien. Et donc, voilà, ça a amené d'autres travaux, notamment essayer de comprendre un peu mieux la pratique cyclable dans la ville. Donc là, c'était un travail pluridisciplinaire avec des collègues sociologues et géographes alors eux, ils étaient plutôt intéressés par la question de comment on devient un cycliste en ville, comment on gagne de l'expertise sur la pratique cycliste. Et du coup, on a mesuré des trajectoires, notamment de trajets domicile-travail sur Lyon, sur Saint-Étienne aussi, pour comprendre ça. Et donc, à partir de là, on a commencé à avoir de la donnée sur par où passent les gens. Et puis, toutes les envolées théoriques scientifiques de réseau, c'était amusant, mais le vrai sujet, c'est aussi dire comment on fait qu'il y ait plus de vélos dans la ville pour jouer sur le côté environnemental, pour diminuer l'impact carbone des mobiliers. Alors, avec plein de choses autour de. C'est important parce que notamment si on veut végétaliser les villes, il faut faire de la place. Faire de la place, ça veut dire diminuer la voirie, ça veut dire enlever des voitures, donc mettre des vélos à la place. C'est un raccourci un peu rapide, mais très faux. Notamment, c'est une vieille thèse aussi qu'on avait fait avec l'agence d'urbanisme de Lyon, qui était dans le périmètre. On avait travaillé sur le parking intelligent, mais notamment, c'est là où on avait chiffré que, on est pris dans la littérature, que les voitures sont immobiles 90% du temps,
c'est juste de la privatisation de l'espace public avec du sol imperméabilisé. Si on peut diminuer ça, c'est fascinant. Donc voilà, c'est l'objectif des travaux qui suivent. Donc c'est l'objectif de la thèse de Lucas, qui était une thèse Covid, financée par l'École urbaine de Lyon, et puis en lien avec donc, un collègue de l'ENTPE qui depuis travaille sur les mobilités au département de l'Haute-Savoie. Et donc qui part d'un principe que, je vais vous dire les mots à la fin, mais modèle implicite, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, mais grosso modo, on va faire l'IA. Et infrastructure dynamique, c'est l'objectif, c'est mon objectif long terme, d'essayer de faire en sorte que la ville puisse être reconfigurable en fonction des usages. On part d'une hypothèse, un constat. Déjà, c'est que les comportements cyclistes sont difficiles à modéliser. Il y a beaucoup de science qui est faite sur la modélisation des déplacements, notamment, marche très bien pour les voitures. On arrive bien à modéliser mathématiquement comment les voitures se déplacent en ville. Pour les cyclistes, ça marche beaucoup moins bien, notamment parce qu'il y a beaucoup plus de liberté. Et on part d'un principe, d'une hypothèse, c'est de se dire que les gens sont rationnels à vélo dans la plupart de leurs déplacements. Pas quand ils font du loisir, du sport ou je sais pas, du BMX, mais que quand ils se déplacent de manière utilitaire, ils vont quand même chercher à minimiser d'une certaine manière leur distance. On va avoir un comportement rationnel là-dessus. Mais ils vont faire des détours. Ça, c'est connu, hein, c'est documenté, mais on ne sait pas dire lesquels, vers certaines routes, nous, on va appeler des routes préférées, des segments préférés, pour plein de raisons. Et donc, c'est là où la modélisation est difficile, parce que chacun a ses propres raisons. Est-ce que je vais être en sécurité? Est-ce que je vais être proche de la nature? Est-ce que je vais être loin du bruit, loin de la pollution? Ah, il y en a trop. Il y a trop de facteurs. Il se trouve que les infrastructures cyclables sont un élément déterminant. Et faire un détour pour aller sur une piste cyclable où je ne vais pas me faire écraser par le premier livreur venu, mais ben, pas toujours. Ce n'est pas le seul facteur. Et donc, on voulait regarder ça. Comprendre par où passent les gens. Oui, bien sûr. On était une minimisation de la distance. Ouais. Que du coup, c'est pas une minimisation du temps, en fait. Ou du temps. Ouais, un truc comme ça. Un truc, je suis rationnel, j'essaie d'optimiser quelque chose. Ouais. Voilà. Et en fait, ce ne sera pas la distance. Et le temps, on n'a pas assez bien regardé. Mais oui, peut-être. Ou l'effort. Ou la gamme. Voilà. C'est juste dire, je fais pas, je fais pas les zigzags dans tous les sens de manière complètement arbitraire. Au-dessus de la Croix-Rousse, c'est pas ça aussi. Ça dépend du moteur du vélo. Donc, comment c'est fait enfin, pour les autres modes de transport? Pardon, en fait, ce que vous avez présenté avant, c'était jusque-là dans la littérature? Oui, c'était le point de départ de la thèse. Et puis nos hypothèses à nous. Voilà, c'est de là où on va. Alors, j'ai beaucoup de slides que je vais passer, que je ne vais pas vous montrer. C'est au cas où vous avez envie de rentrer dans la technique. Il y a moyen, mais sinon, ça va être trop. Il y a une petite de thèse entière, ça fait en 5 minutes déjà. Juste pour vous dire que normalement, les modèles de choix classiques, les méthodes classiques de modélisation des choix d'itinéraire en transport, c'est un truc comme ça, là, une fonction pondérée de plein de facteurs connus, des variables explicatives. Est-ce qu'il y a un carrefour, est-ce qu'il y a une rue, est-ce qu'il y a machin? On pondère, et on sait comment pondérer parce qu'on est super fort, c'est pas moi. Et puis, on fait des maths dessus et ça marche. Ça, c'est ce que je vais appeler un modèle explicite. J'ai une équation avec des variables et des paramètres. Et donc ça marche pas. Parce qu'on n'a pas les bons paramètres, on n'a pas les où il y en a trop. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, nous, on a de la donnée, et puis on est des informaticiens, on va faire de l'intelligence artificielle. Ça, c'est globalement le résumé de ce qui a été fait. On a travaillé avec des données GPS notamment, et puis des données de compteurs de vélo. Je vais aller très vite. Pour faire deux choses. Un modèle de choix de route, c'est-à-dire en gros calculer quelle est la route que prennent les gens, avec un modèle implicite, c'est-à-dire pas basé sur des variables explicites, mais sur des données de l'IA, et un feu de circulation intelligent, avec beaucoup de guillemets, un début d'idée de ce que peut être un feu de circulation intelligent. Je vais aller vite. Alors, sur les sources de données, je vous le fais très vite, il y a tout le détail, parce que ça prend du temps, mais grosso modo, une façon de faire classique, notamment en sciences humaines et sociales, c'est des questionnaires de préférence. On va prendre un panel de gens, on va leur demander pourquoi ils font ça. C'est ce que on avait fait aussi avec les collègues sur l'étude précédente, où on servait aussi de la vidéo d'une GoPro pour comprendre ça. C'est très bien, mais c'est très difficile à manier dans un côté quantitatif et pour faire bizarre. Les données de vélo, elles sont massives, on en a plein, mais encore une fois, c'est que des origines-destinations, il n'y a pas des trajets. Nous manque ça, mais ça permet de calibrer des modèles. Les capteurs GPS, c'est ce qu'on a utilisé, les traces GPS, avec un vrai problème de vie privée.
Voilà, et donc de massivité de la donnée. On n'en a pas tant que ça, parce qu'il faut quand même les capter. Et les données de compteurs de vélo, là, elles sont bien, elles sont très intéressantes d'un point de vue sociologique, parce que tous les gens qui passent par le même segment sont comptés. Par contre, elles ne sont pas spatiales, elles sont ponctuelles à un endroit, etc. Pas d'open data. Si. Ça, plein. Ouais, alors ça, c'est complètement en open data. Enfin, il y en a plein en open data. Je suis désolé, on a plus d'accord. Voilà. Ça, il y en a beaucoup en open data dans le monde entier. Ça, il y en a en open data dans des pays avec des pratiques démocratiques qui ne sont pas les nôtres. Notamment, Deco opère un système de vélo au Vietnam, donc même vélo camion. Donc, dans les vélos de Lyon, il y a une puce GPS, elle n'est pas activée ici, elle est activée au Vietnam. Et ça, non, c'est pas. Ça, c'est trop sens. Alors, je passe ça très très vite. Voilà. Premier truc, première contribution, c'est essayer de se dire par où les cyclistes aiment passer. Là, avec nos données GPS, on peut arriver à faire quelque chose. Ça, c'est nos données à nous. Et puis, on a récupéré, il y a un ensemble de données ouvert qui est sur Montréal, qui s'appelle Mon Réseau Vélo. C'était une application qu'ils ont distribuée aux gens, un peu comme Nemo, qui enregistrait les trajets. Les gens étaient au courant. Donc, il y a beaucoup de trajets sur Montréal, mais on verra que c'est pas suffisamment bien. Enfin, c'est pas aussi bien que notre jeu de données. Donc, le premier truc qu'on peut faire, c'est une analyse très qualitative. On regarde ce qui se passe. Ça, c'est Lyon, ça, c'est Montréal. À gauche, c'est toutes les origines destinations. On calcule un plus court chemin. Le vrai plus court chemin sur une carte, quoi. Alors, nous, on l'a fait avec des algorithmes un peu classiques. On aurait pu prendre Google Maps, sinon on aurait pu faire un peu plein. Pareil pour Montréal. Et puis ça, c'est donc la heatmap, c'est l'ajout de toutes les traces de notre dataset. Et ça, de celui qui est réellement utilisé. Donc sur Lyon, on voit clairement à l'œil la différence entre les deux. Clairement, les gens ne suivent pas de tout chemin. Sur Montréal, c'est c'est moins vrai, c'est proche, mais quand même, on voit les différences. En particulier, on voit celle-là. Et puis, on peut faire un petit peu de chiffrage quand même dedans. On se rend compte que l'essentiel des détours que les gens font est petit. Alors, 3 km. C'est plus petit que 3 km. On regarde ça. Et puis, on voit apparaître des choses qu'on connaît. Les berges du Rhône. C'est évident que les gens passent par les berges du Rhône et pas par les rues adjacentes. Et puis, à Montréal, on voit ça. Donc, on est allé voir ce que c'était cet endroit. C'est une magnifique cyclable le long du Saint-Laurent ou d'un canal du Saint-Laurent. Ça fait 100 km. Donc, bon, celui-là, ça nous fait un détour qui n'a pas beaucoup de sens. Comme sur notre dataset, on avait un détour d'un quelqu'un qui avait oublié de débrancher sa GoPro quand il avait fait Lyon Saint-Étienne. À moins qu'il ait fait la Saint-Élion en vélo. Mais... Voilà. Bref, il faut quand même un peu filtrer les données. Mais quand on les regarde de manière un peu plus quantitative, il y a des détours de l'ordre d'une centaine de kilomètres. Saint-Étienne, là, à Montréal, c'est plutôt 85-90 km. On coupe et on garde que ce qui est représentatif pour les usages qui nous intéressent, c'est-à-dire, grosso modo, les petits détours. Et avec les petits détours, on a déjà plus de 90% des classes. Donc, ça valide un peu ce truc de OK, ils ne suivent pas les plus courts chemins, mais ils ne font pas loin. C'est ce qui est logique quand on va bosser. Est-ce qu'il y avait une proportionnalité entre la distance globale du chemin court et le détour? Est-ce que c'est pas plutôt une question de proportionnelle? Genre, si je vais faire Oui, sûrement. 40 km sur une ville, je ne pense pas que ce soit significatif. Mais alors, donc, là, ce qu'on voit, c'est que peu importe le trajet qu'on fait, 90% du temps, le truc est plus petit, le détour est plus petit de 3 km. Mais oui, probablement, il y a ça. C'est que si je dois faire 200 mètres, je ne vais pas faire 2 km de détour. Par contre, si je fais 40 km, je ne vais peut-être pas faire 3 km de détour parce que je suis fatigué aussi. Donc, c'est pas, je ne pense pas que ce soit. Enfin, on avait, il me semble, éliminé ça, ce n'est pas un détour proportionnel. En même temps, c'est vrai que sur une ville, vous n'avez pas montré de distribution des trajets. Et j'imagine que les trajets, ils sont tous entre 5 et 15 km. Ouais, c'est quelque chose comme ça. En fait, c'est vrai que. C'est super concentré comme distribution. Alors, donc après, on s'est dit,
Donc c'est chouette, ça, on a regardé de manière globale, mais est-ce que je peux rapprocher cette information de par où je passe sur des choses un peu plus individuelles, avec l'idée que chaque personne est une individualité propre. C'est pour ça que les modèles ne marchent pas. Mais quand même, on vit en troupe. On va avoir des types de comportements similaires. Donc ça, c'est pareil, je passe la technique, mais on a regardé ce que c'est deux traces qui se ressemblent, et puis on a fait du clustering pour sortir des ensembles de traces qui passent par des segments communs. En fait, un ensemble de gens qui passent par le même bout de trajet. Et on regarde à quoi ça ressemble. Et donc, quand c'est bleu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Quand c'est rouge, c'est qu'il y a une grosse proportion des gens. Donc, sur ce cluster-là, cet ensemble de traces, ce qu'on voit, c'est que finalement, les gens, ils partent tous plus ou moins, ou ils vont tous plus ou moins aux mêmes endroits. Et par contre, ils passent tous par le même. Ils se concentrent tous sur le même trajet. Ouais, bon, c'est ça. Et donc, en fait, il y a ce truc de selon l'endroit où je vais et selon d'où je pars, en fait, je vais suivre le même trajet que plein de gens. Alors, il faut mettre des guillemets autour de ça, mais c'est un petit peu cette idée-là. Et que finalement, ce qu'on se rend compte nous là-dedans, c'est que mon comportement, mes trajets dépendent beaucoup de mon origine et ma destination, malgré tout. Donc sur Montréal, c'est vrai aussi, mais on voit beaucoup plus de bleu autour là qui concentre les traces vers ce gigantesque. Je ne sais plus, ça doit être Mont-Royal, un truc comme ça. Et donc là, on commence à sentir que Montréal, ça va être moins bien parce que c'est plus diffus et c'est dû à la structure nord-américaine de la ville. Il y a trop de choses qui se ressemblent. Et donc, on est content, on a nos segments de route préférés, on comprend par où passent les gens. Maintenant, on voudrait faire quelque chose d'un peu plus fin, c'est imaginer ce que c'est une vraie trajectoire d'une personne. Et donc là, c'est là où on rentre dans les modèles de choix d'itinéraire implicite. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de se dire, moi je sais où je suis, je sais où je vais, je voudrais qu'on me propose un chemin qui soit proche de celui que j'aurais pris naturellement. Un outil de guidage, quoi, mais qui prenne en compte les enfants. Et donc, comment on a fait? On a pris cette hypothèse que les gens sont rationnels, mais font des détours. Et donc, on s'est dit, si je sais quel est mon comportement, si je sais sur quel cluster je suis, quels sont mes segments préférés, je vais dire que passer par mes segments préférés, ça ne me coûte rien. Me rapprocher de mes segments préférés, ça me coûte de la distance. Et en fait, je calcule un plus court chemin dans une vision de la ville qui est biaisée par mes préférences. Ou si je roule là où j'ai envie de rouler, je suis content. Donc, c'est comme si je payais rien. Et enfin, il n'y a pas de, ça compte moins. Par contre, quand je m'approche de l'endroit où je veux aller, ben là, je sens et j'essaie de minimiser cette partie. On est parti sur cette hypothèse-là. Et ça marche. Voilà. Donc, chemin le plus court, c'est ça. Donc, ça c'est le plus c'est haut, plus c'est mauvais parce que c'est l'erreur par rapport à la vraie trace. Donc, ça, c'est le chemin le plus court. Ça, c'est un service, c'est Mapbox. Il y a une option pour les vélos. Pas du tout la différence. Ça, c'est quand on ne prend pas en compte les préférences individuelles, on prend en compte l'ensemble des données. Toute la heatmap que je vous ai montrée, c'est ça qui coûte rien. Et puis voilà. Donc là, on fait des erreurs quand même parce qu'on va leur faire des détours un peu bio. Et ça, c'est quand on dit je sais à quel cluster tu appartiens, trace mon chemin là-dedans, et ben ça marche. On est vraiment très très proche de la réalité avec quelques petites erreurs. Donc ça, c'est bien, mais il faut savoir à quel cluster on appartient. Là, c'est là où vient la vraie IA. Le clustering, c'est déjà de l'IA. On fait du deep learning dessus. On passe rapidement le truc. Ça, c'est nos données à nous. Ça, c'est quand je fais ma méthode de calcul de chemin, mais en prenant en compte toutes les préférences. Donc, je ne sais pas à quel cluster j'appartiens. J'appartiens juste aux gens qui font du vélo à Lyon. Je me trompe un peu, je me trompe à 25%. Ça, c'est quand je sais exactement à quel cluster j'appartiens, je me trompe à un peu moins de 10%. Et ça, c'est quand je fais mon deep learning. Donc, l'IA, elle sert juste à dire, voilà l'origine, la destination, tu devrais appartenir à tel cluster. Et en fait, ça marche pas mal. Il y a quelques erreurs, un peu plus d'erreurs. Mais on reste sur une dizaine de pourcents d'erreurs seulement en moyenne. Donc, en fait, ça marche pas mal. C'est à 80% du temps, on prédit le bon cluster. Les clusters, c'est les segments préférés. C'est ça, là, c'est le truc qui dit si j'habite là, je vais par là, je vais passer ici.
c'est défini uniquement par ces infos. Moi, j'ai fait ça. C'est ça, c'est ce qui est extrait de mes données. Donc le jeu complet, c'est là. C'est-à-dire que je vais considérer la ville de la même manière selon que j'habite ici et que je travaille là, ou si j'habite ici et que je travaille là. Et évidemment, ça prend en compte les infrastructures, donc c'est pas ce qu'il faut, mais c'est quand même pas génial. Et quand on va un coup en plus dans la finesse, c'est-à-dire que je vais pas dire je sais qui tu es, donc voilà ton chemin, et je sais à peu près où tu es, où tu vas, je sais à quel groupe de comportement tu appartiens. Et ben c'est tous les gens qui sont passés par le même chemin. C'est ça en fait. Non, non, parce qu'il y en a trop. Celui-là, c'est le meilleur, en fait, le mieux défini, mais grosso modo, c'est le clustering, ça prend toutes les données, ça les répartit en groupes selon leur proximité, selon une fonction qu'on a définie. Voilà, et ma fonction, c'est celle-là. C'est-à-dire que je considère que on a discrétisé le terrain pour dire deux traces sont similaires. C'est un peu ça. Si deux traces sont très proches, parallèles comme ça, mais ne se touchent jamais, je veux dire que ça, c'est plus différent que ça. Ça, pour moi, c'est très, très similaire. C'est-à-dire qu'on ne vient pas du même endroit, on ne va pas au même endroit, mais on a partagé une rue. Tandis que l'autre, on était sur deux rues parallèles, ben, en fait, on n'a juste pas le même comportement. Remonter Garibaldi et du Guesclin, c'est le même trajet, quoi, mais c'est pas du tout les mêmes choses. C'est un peu ça. Ça va? Donc voilà, c'est ça, je ne sais pas quel d'heure. Hein. Donc voilà, bref, l'IA, ça permet ça, et bah voilà, ça donne un peu l'idée. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la trace GPS, c'est en orange, le bleu, c'est le chemin le plus court, donc il est très différent de l'orange. Il ne passe pas par la bonne berge. Et le chemin le plus. Pardon, le chemin en bleu, c'est le chemin le plus court, en rouge, c'est celui qu'on calcule, et en jaune, c'est le vrai. Là, bah, ça se colle, quoi, un petit détail près ici. Et là, le bleu, il se trompe complètement, c'est personne passe par ce côté-là du rôle. Il faut pas changer aussi. Bref, donc ça, c'est quand on tombe sur le bon cluster, quand on se trompe vraiment sévèrement. Juste pour vous, sans aller trop plus dans le détail, je l'ai pas, non, je l'ai pas. Donc, Lyon, ça marche bien. Enfin, Montréal, ça marche pas bien. Pourtant, Montréal, il y a 2 fois plus de données. Sauf que Montréal, c'est beaucoup plus grand que 2 fois Lyon. Donc, il y a une question de densité spatiale des données et de prendre en compte les diversités comment ça s'appelle, des comportements et des choix de vie. Puis notre dataset ici, il est quand même très sociologiquement refermé. C'est des gens qui sont dans des associations de cyclistes qui ont accepté de partager les données avec des universitaires, donc c'est quand même assez corseté. Tandis que là, c'est des citoyens qui ont utilisé l'application de Montréal. Voilà. Donc il y a une question il faut de la donnée quand même pour être représentatif, mais moralement, la méthode ne marche pas. Conclusion de tout ça. Bon, l'IA, ça marche. C'était un peu le test au départ. L'hypothèse de base n'est pas fausse. Les gens ont une approche rationnelle de leur déplacement, mais font des détours pour aller vers des segments qu'ils préfèrent. Ces segments-là sont très fortement impliqués par l'infrastructure, mais pas que, et c'est difficile de détailler de manière explicite le pourquoi. Mais quand même l'infrastructure. Du coup, on s'est basé dans ces fondé sur l'infrastructure. Je vais vous faire très vite celui-là, parce que ce qui est important, enfin, ce qui est long, c'est la technique. Donc, un des facteurs documentés de limite de la pratique cycliste, c'est le manque d'infrastructure, et c'est notamment l'insécurité aux intersections. Et donc, on se dit, bah, comment on peut faire? Il y a les pistes cyclables, ça coûte cher. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des trucs un peu plus virtuels ou un peu plus reconfigurables? Et donc, l'idée, c'était de se dire, au feu, le facteur d'accident, c'est celui-là. Enfin, pas celui-là, celui-là, une feuille rouge. Mais je suis à vélo, je veux aller tout droit. La voiture, elle démarre en même temps que moi, elle veut aller à droite, elle oublie de regarder. C'est le plus gros nombre d'accidents en vélo. Et donc, il y a les panneaux IMDU là, qui servent à permettre au vélo de s'échapper des situations accidentogènes par le feu rouge. L'autre façon de faire, c'est des phases vertes dédiées au vélo, donc séparer des flux.
Donc l'idée, c'était quoi? C'est de se dire, voilà, j'ai un carrefour très, très théorique avec mes 4 voies de voiture. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bah, on va rajouter un feu pour les vélos. C'est-à-dire que quand les vélos vont traverser, les voitures seront là. Un peu comme un tram, quoi. Considérer le vélo comme un tram. Sauf que bah, si je fais ça, je vais tuer le temps de trajet, quoi, le temps de traverser. Voilà. Donc, en vert, c'est le temps d'attente moyen au feu rouge si on a un feu rouge normal. Donc, voilà. C'est forcément plus on attend moins, parce qu'on n'a pas rajouté de contraintes. Enfin, il y a juste des cyclistes morts. Et ça, c'est si je fais 2 phases pour chaque voie, une phase verte pour les voitures, une phase verte ou une verte pour les vélos, verte pour les... Forcément, les voitures attendent 2 fois plus longtemps, les vélos attendent 2 fois plus longtemps. Ça s'accumule, ça ne marche pas. N'arrive pas à ma conclusion avant moi. Non, c'est théorique, on est d'accord. C'est un moteur de simulation où tout le monde est respectueux de la loi. Mais on n'est pas en France. Je la raconte. On s'est comparé à une autre stratégie qui s'appelle Actuated, qui marche pareil avec des détecteurs de feu qui vont déclencher les phases en fonction de la présence ou pas des gens, mais qui respectent toujours le cycle des phases, c'est-à-dire que c'est vers ici, puis c'est vers là, puis c'est vers là, puis voilà. C'est vers comme ça, puis c'est vers comme ça, puis c'est vers... Tandis que notre algo à nous, il casse tout, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que ça peut être vert comme ça pour les voitures, puis vert pour les vélos, puis revers pour les voitures, puis vert ici, puis enfin, il mélange tout. Il a tous les degrés divers. Actuellement, il est déployé en Europe du Nord. Donc, un des trucs où on est content, donc on a fait de l'apprentissage par renforcement. Là. Donc, c'est de l'IA où on fait tourner plein de simulations et où on dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais pas sur le résultat, sur la façon de faire. Et à la fin, ça marche. Ça marche un peu mieux que Actuated, pas de manière formidable, enfin, pas de manière significative, avec Jacques Raymond. Ce qui est important, c'est qu'on est vraiment très proche du feu non sécurisé, c'est-à-dire qu'on rajoute de la sécurité, puisque les flux sont séparés, mais avec une activité sociale un peu plus forte. Et même la nuit, on fait mieux. C'est logique, quoi. Il y a plein de fois où la nuit, on est accroché on est arrêté à un feu rouge et puis il n'y a personne, on a bien envie de le brûler. Les voitures le prennent moins que les vélos. Donc voilà. Pareil, la donnée, l'IA permet de marcher. Alors ça, c'est là où on a utilisé les compteurs de vélo pour s'approcher sur de la vraie donnée. Et puis c'est robuste, c'est-à-dire que on fait varier les paramètres et ça marche, ça peut s'imaginer être pas très loin de la vraie vie. Sauf que c'est ça le vrai problème, c'est ça. C'est que notre simulation, elle n'est pas du tout réussie. Ni dans la façon de conduire. Alors, pour les voitures, le simulateur qu'on a pris, il est pas mal. C'est un simulateur de micro-mobilité qui n'est pas trop mal. Pour les vélos, il est très faux. Il considère les vélos comme des motos qui ne vont pas vite. Notamment, elles ne se doublent pas aussi bien. C'est un peu limité pour les vélos. Et tout le monde respecte la loi. Il n'est pas la réalité. Ça, c'est un vrai sujet. On n'a pas ces données-là pour savoir comment modéliser le fait que les gens ne respectent pas la loi. Et alors, même dans les études qu'on avait fait avant, on avait montré de manière sociologique que brûler les feux en vélo, c'est pas juste. Ça peut être du j'en ai rien à faire, je tiens pas à la vie et je suis hyper individualiste. C'est aussi une manière de se mettre en sécurité. Justement, parce qu'il n'y a pas tout décalé. Exactement. C'est ma pratique à moi. Voilà, donc il y a ce truc-là qui n'est pas du tout pris en compte et donc qui limite vachement la portée de ça. Et puis l'idée derrière qu'il y a, c'est de se dire, un feu c'est sympa, mais en fait, moi ce que je voudrais, c'est en mettre plein le long d'un trajet pour faire une piste cyclable virtuelle. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a derrière, qu'on n'a pas réussi à aboutir, notamment par ce Covid, c'est de se dire, l'urbanisme tactique qui a marché pendant le Covid, qui consistait à mettre de la peinture, tester est-ce qu'une voie cyclable marche ou pas, et puis l'effacer ou pas. C'est très bien pour gagner du temps pour tester des hypothèses avant de faire une vraie piste cyclable. Mais le but du jeu, là, c'est de se dire peut-être que je peux avoir une piste cyclable qui n'est là que quand il y a des vélos. Et l'idée de mettre les vélos en sécurité, c'est de dire on va les regrouper sur un feu rouge, et d'un coup, on leur déclenche du vert, et en fait, ils vont avoir une vague verte jusqu'à destination. Et c'est même pas une vague verte, c'est une vague où, à chaque fois qu'ils sont à une intersection, il n'y a personne dedans.
théorique. Parce que bon, je vis à Saint-Priest, les Vénitieux, je sais bien que non, voilà, ça ne marchera pas. Mais c'est l'idée. L'idée, c'est de se dire, la ville est construite de manière hyper statique, notamment la question de la voirie, où on sépare la voirie de manière statique d'un point de vue spatial, on découpe l'espace, c'est pas dynamique, sauf des tentatives de voie covoiturage à l'entrée de Lyon, il y a eu une tentative de voie de bus dynamique aussi. Mais normalement, on devrait arriver sur une infrastructure reconfigurable, parce que c'est ce qu'on a fait en réseau de télécom, c'est ce qu'on a fait ce qu'on est en train de faire dans l'électricité pour arriver à Smart Grid. La meilleure exploitation des ressources, c'est quand elles sont reconfigurables en fonction de la mesure. Sauf que c'est compliqué quand il y a du béton et du goudron, pas trop. C'est une tentative de contribution au début des réflexions. Ouais. Et puis, donc, un dernier truc, 5 minutes. Oui. Ouais. Une dernière façon, donc là, je vous ai montré ce qu'on peut faire d'un point de vue un peu théorique, un peu fondamental, mais qui cherche quand même à s'ancrer sur un territoire avec de la donnée réelle. Et donc, on peut commencer à comprendre des choses, en tout cas avec de l'analyse de données et du gars. Maintenant, mesurer la mobilité, c'est pas toujours simple. Et on a travaillé depuis une dizaine d'années sur une autre façon de mesurer la mobilité, c'est en utilisant le réseau cellulaire, qui est le meilleur, enfin pas le meilleur, mais le capteur qui couvre toute la ville pour la mobilité. Et donc, alors, c'est juste pour montrer très très simplifié une infrastructure de réseau cellulaire. Vous êtes là avec votre smartphone ou votre objet connecté, vous êtes attaché à une antenne. Cette antenne, elle est attachée, elle, à 2 serveurs, un qui gère la mobilité, un qui gère les services. Et puis, donc, ça se connecte entre eux. Et puis, quand vous utilisez un service, faites votre petite matinale, ça passe par paquet de gateway qui sait aussi ce qui se passe. Et donc, quand je fais quelque chose sur le réseau, quand je suis dans le réseau, il y a de l'information ici, parce que je suis attaché à l'antenne. Si je commence à faire quelque chose du genre, passer un coup de fil, envoyer un texto, il y a de l'information ici. Quand j'utilise des applications de données, il y a de l'information ici qui est encore plus fine. Donc, on a pris de l'information là-dedans. Juste pour montrer rapidement, donc si j'ai juste l'information de où je suis, c'est une information qui est assez bruitée, qui n'est pas très très bonne, notamment en réseau 2G, c'est très mauvais parce que la couverture est très large et puis en fait il y a des histoires d'oscillation, on peut ne pas bouger et changer d'antenne d'attachement assez régulièrement. Les autres peuvent nous balader comme ça. Donc ça donne des traces un peu ça, le téléphone ne bougeait pas. En 5G, c'est mieux parce que le réseau est plus dense. Et puis, tout dépend de ce qu'on veut mesurer. Par exemple, on peut vouloir mesurer l'activité du cellulaire. Il y a énormément de travaux sur les call data reports, ça s'appelle. Ça envoie une donnée qui est par là, qui est visible ici quand je vais passer un coup de fil ou envoyer un texto. Travaux avec ça. Sauf que là, on va avoir, si mon téléphone se balade là, comme ça, là, sur la trace bleue, puis il envoie un texto ici, il envoie un texto ici, la trace qui va être estimée, ça va être ça. C'est pas génial. Et la fréquence, elle dépend de l'activité des utilisateurs. Mais c'est un premier truc. Donc avec ça, on peut arriver à avoir des flux. Ensuite, on peut récupérer donc les NSD, c'est toutes les informations de signalisation qu'il y a. Vous savez, il faut être un opérateur téléphone. Et donc, si on fait ça, donc là, on a notre téléphone qui se balade, et puis en fait, il a de l'activité partout, parce que, l'air de rien, à chaque fois qu'il se déplace, il négocie avec le réseau pour se rattacher à une autre antenne. Même s'il ne fait rien, on voit ça. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de bruit, parce que quand il était là, le réseau, il a hésité à l'attacher à quelle antenne. Ça fait un peu de bruit dans la trajectoire, mais il commence à ressembler à quelque chose de propre. Et puis, du coup, on fait de l'algorithmique dessus, on traite les données, on travaille, et là, on arrive à avoir des choses comme ça. Donc, il y a un petit peu d'erreur, mais pas beaucoup. Et là, on a reconstruit une trajectoire avec ça, y compris avec des aspects temporels dedans, parce qu'on a des fréquences, des choses qui marchent. Donc, avec le réseau cellulaire, on peut commencer à sortir des trajectoires individuelles. Donc, d'un point de vue RGPD, protection des données privées, c'est pas mal. Donc, quand on fait ça avec Orange, tous les calculs se font chez eux, on ne sort pas les données. C'est bien, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? L'autre façon de faire qui peut être intéressante, selon ce qu'on veut faire, c'est qu'on peut avoir de la donnée d'activité agrégée au niveau des cellules. Donc, on prend l'espace que couvre une cellule et on regarde combien il y a d'activité en dessous. Donc là, c'est agrégé, il y a moins de problèmes d'RGPD, parce qu'il y a plus la donnée individuelle frontalement.
Par contre, pour la mobilité, c'est pas top, parce que on va pas vraiment savoir si j'étais là et je suis allé là-bas. Par contre, ce qu'on va voir, c'est des flux de population. Si on veut regarder leur territoire à l'échelle du flux, ça commence, c'est intéressant. Et juste pour vous montrer ce qu'on a fait avec ça, on peut faire de l'analyse temporelle. Donc, on regarde dans le temps ce qui se passe, le volume d'activité. Ça fait des espèces d'images comme ça, là où c'est des catégories de signatures d'activité. Donc, on peut regarder ça d'un point de vue temporel. On voit apparaître les jours de la semaine, on voit les vacances, on voit des choses comme ça. Ça, c'est 3 villes différentes et où on voit peut-être des typologies de villes. C'est intéressant. Ça, c'est de manière un peu plus détaillée pour un endroit. Et donc là, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est un match. Non, c'est un spectacle à la Scala, je crois, Milan. Où, bah, ouais, en coup, on voit des trucs qui apparaissent. On voit des anomalies apparaître. Donc, on voit les manifestations sportives et culturelles, on voit les grandes fêtes Halloween, soit des baisses d'activité, soit des concentrations d'activité. Un truc marrant, c'est qu'on voit l'incendie de Notre-Dame à Paris, là, avant le premier appel au pompiers. Et les gens ont commencé par filmer. C'est un peu désespérant, mais c'est bon. Enfin, ils ont arrêté de bouger déjà, et après, ils ont fait des choses sur le réseau et, avant d'appeler les pompiers. Donc, ça permet de faire la surveillance de territoire de manière très, très intéressante là-dessus. Et puis, l'autre chose qu'on avait fait, je vais terminer avec ça, c'est que, alors, il faudrait aller vraiment, vraiment très, très loin dans le détail pour avoir tout, mais grosso modo, en prenant les activités non pollues sur une cellule ou sur tout le territoire, mais en faisant des groupes de cellules, là, ces petites taches rouges, là, des cellules qui bougent ensemble, on peut définir une signature statistique de ce qui se passe, de ce qui se passe de manière spatio-temporelle dans ce groupe de cellules. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que on a des signatures qui sont déterminantes du tissu urbain. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, mais en gros, des activités qui se passent sur le territoire. Donc là, c'est la signature d'un centre commercial en France. Ça, c'est la signature d'une station ferroviaire en Europe. Alors, France, Espagne, Italie, c'est les mêmes signatures. Ce qui est tertiaire, ça ressemble dans plusieurs pays. Le résidentiel, c'est différent entre la France et l'Italie. Donc, on voit en plus des choses culturelles qui apparaissent. Et avec ça, on est capable de voir la composition du territoire. Ça, c'est très intéressant parce que c'est une information qu'on n'a pas de manière aussi systématique à l'échelle d'un territoire. Enfin, la difficulté. Et puis, donc, pourquoi ça sert? C'est que, on peut voir donc, des différences culturelles de pays à pays. Ça, c'est pour c'est celui-là là, où on voit. Il faut le voir, quoi. Hein. C'est pas exactement pareil entre la France et l'Italie. Je pense que c'est du résidentiel, l'image que j'ai prise là. Il y a des similitudes entre les différents pays aussi. Ça peut être utile d'un point de vue sociologique parce qu'avoir une vision globale de l'usage du territoire à l'échelle de la métropole, même si on perd l'échelle, on n'est que dans le quantitatif. On a perdu l'aspect qualitatif de la donnée, mais on voit de la ségrégation urbaine. On voit que des populations différentes utilisent l'espace de manière différente, à des heures différentes, avec des applications différentes, avec des fonctions de faire, des manières de faire différentes et qui ne se mélangent pas beaucoup. On avait fait une étude pour voir l'impact du Covid sur la mobilité à Paris, notamment, une sur le coworking. Et puis nous, on s'en sert pour prédire l'état des réseaux et faire de l'optimisation d'infrastructures. Parce qu'on travaille avec des sociologues, mais on n'en est pas. Pas bon. Voilà, juste pour t'en fous un peu, ce qui m'intéresse, c'est ça, de vous dire, c'est que avoir des données sur le territoire, c'est très intéressant pour comprendre ce qui se passe, pour produire des nouveaux services, pour dire de la surveillance, enfin, la surveillance, c'est pas forcément bien, mais ça peut ne pas être mal, quoi, si c'est pour détecter des incendies. Voilà, avec plein de guillemets autour de ça, mais c'est aussi une des briques manquantes pour arriver jusqu'à une ville qui va être dynamique, qui va se reconfigurer en fonction des usages, et pas comme les autres infrastructures lourdes, où on demande aux usagers de s'adapter à la dynamique de l'infrastructure. C'est de renverser ça, comme on l'a fait pour les réseaux, comme on est en train de le faire pour l'électricité, et comme peut-être un jour on fera pour la mobilité. Top, merci. Voilà.
On va passer aux questions. Je crois qu'il y avait quelques questions ou remarques en ligne. Baptiste, tu veux peut-être. Je peux voir les commentaires? Sur Teams. Oula, oui. Ah, Voilà. ça arrive c'est vrai. Non, c'est peut-être, Oui. Oui. non, alors là, on. Ça, c'est la transcription. Ah non, c'est la Ah oui, c'est bizarre. Ah oui, ah oui. Je fais ça tous les jours. Bah, très bien. Ouais, j'ai eu peur. Oui, il y avait- Alors, toujours court chemin en tenant des pentes. J'ai vu passer ça pour les vélos. Oui. Non. Voilà. On n'a pas pris la topographie en compte. Ça serait loin d'être inutile de le faire. D'autant qu'il y avait un peu de choses qui allaient sur les pentes de la Croix-Rousse et sur Saint-Jean, mais pas tant que ça, non. Caméra de tech pour capter des datas de trafic vélo. Oui. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, parce que je commençais à sentir le temps venir, sur la partie feu, dynamique, ce qui existe déjà en Europe du Nord là, pour le modèle Actuated, c'est effectivement des caméras qui vont regarder combien il y a est-ce qu'il y a de la présence ou pas. Parce que les boucles magnétiques pour les vélos, ça marche moyen. Et donc, nous, on est parti du principe qu'on avait un super système qui comptait le nombre de vélos qui attendaient. Une caméra pourrait faire le job. Moi, j'ai envie de le faire avec du réseau, parce que c'est mon métier. Mais voilà, ce genre de choses-là peuvent être utiles, avec le problème que les caméras, ça pose des gros soucis de vie privée et de surveillance territoriale. Des collègues de l'ENTPE et moi aussi, on voulait faire des expériences pour compter les vélos et compter enfin, surtout mesurer quel est leur profil de vitesse et d'accélération à un feu avec des caméras. Et on n'a pas le droit. Là, ce type de caméra, et il y a le City aussi qui fait la même chose, mais enfin, maintenant, plein de gens, le flux est assez de mauvaise qualité parce que tout est fait dans le capteur Oui. et ne sort du boîtier qui est physiquement dans l'espace clic que de l'info type 1, 0, 2, 3, 4, 5. Mais donc, il y a un algo qui peut mettre à jour, mais ça ne ressort pas d'image, ça ne ressort pas de visage, de plaque d'immatriculation. Ça peut être la bonne façon de faire pour que ça soit homologué. Ouais, mais Voilà. du coup, il y a plein de solutions qui sont homologuées en Europe, qui sont Pour faire du comptage, ouais. Après, il y a des sujets comme chaque capteur de qualité, hein, c'est pas la boucle a ses défauts. La caméra, il y en a aussi. Il n'y a rien qui est parfait, quoi, c'est clair. Tu parlais d'avoir par le réseau l'information qu'un vélo arrive. Et il y a une start-up dont j'ai oublié le nom, mais qui fait ça pour les voitures. Et ça fait écho à ça. C'est en fait, ils ont des données de Floating Car Data qui sont déjà très largement disponibles. En tout cas. Oui, il y en a plein. Et en fait, ils font des systèmes de feux tricolores avec gestion adaptative en fonction tiens, il y a un véhicule, il arrive à 25 km/h, il sera donc sur mon pôle dans 47 secondes. Je vais le passer vert dans 45 secondes. Apparemment, ça marche bien. Alors, on n'est pas dans de l'ultra-urbain, plus des RD ou des choses comme ça, mais je trouve que c'est. Alors, ce que j'ai vu en vrai. Même d'objectifs aussi, hein, de décarbonation ou quoi. Là, on n'est pas sur de la fluidité, pas du changement de comportement, mais en tout cas, on est quand même. Il y a l'utilité inverse qui est déployée dans pas mal de petites villes ou de villages. J'ai surtout vu ça dans le sud-ouest, mais je crois que ça existe aussi je circule beaucoup entre le sud-ouest et l'Auvergne ici. Et bref, il y a des détecteurs comme ça, et pour le coup, c'est de la vitesse, et si on va trop vite, le feu peut se rouler. Ouais, des feux récompenses. Mais ça, je trouve ça génial. Je fais le travail, je trouve ça vachement bien. Mais oui, donc, c'est en train de foisonner, parce que ce besoin de données, il est là. Moi, je trouve que la donnée ponctuelle de comptage d'activité, elle existe plus ou moins bien, plus ou moins qualifiée, mais ça va. On a suffisamment de bonne vision du volume. Après, quand il faut aller à l'individuel, c'est autre chose, mais sur le volume, c'est pas mal. Ce qui nous manque, c'est la corrélation spatiale des trajectoires, ou des bouts de trajectoire. Et ça, c'est très compliqué d'avoir ces bouts de trajectoire sans violer la vie privée. C'est ça qui est compliqué. Et est-ce que justement, vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir les données de Strava, de vélo, des choses comme ça C'est enregistré, je ne peux pas dire du mal de tout le monde. C'est ça. Strava, oui. Compliqué. Non, on a eu des données de Strava.
pas affiché, hein, mais les données de Strava qu'on a eues, c'est ça. Bah, pas, sauf que c'était pas à Lyon. C'est la heatmap globale. Strava ne diffuse pas les données à l'échelle individuelle, ils n'ont pas le droit, y compris avec un contrat avec. Et tant mieux. Je veux dire, déjà qu'on arrive à déterminer qui sont les forces spéciales qui se baladent autour de bases qui n'existent pas. En plus, ils donnent les noms des gens, ça a commencé plus. Donc Strava, on a essayé, c'est notre première idée quand même, ça n'a pas marché. Je dirais pas que c'était un échec, mais ça n'a pas marché. GeoVélo, ils n'ont jamais répondu. Oui, je pense que GeoVélo, c'est pile le bon acteur en France, associatif, qui utilise de la donnée de la donnée ouverte, OpenStreetMap. C'était un bon client quoi, pour travailler avec des universitaires, mais visiblement, ils n'ont pas un bon serveur de données ou d'envie de répondre à nos sollicitations. Non, voilà, c'était un vrai sujet. L'accès aux données, c'est un sujet majeur. Moi, je trouve que l'idée d'infrastructure dynamique, c'est très intéressant, mais avant ça, je me demande, parce que c'est vrai que vous ne l'avez pas montré, est-ce que ces fameuses traces, la GPS, est-ce que justement elles montrent un peu l'efficacité des infrastructures, qui était quand même un de vos postulats de recherche, et de se dire, avant même d'aller vers une infrastructure dynamique, certes, c'est encore mieux, mais est-ce que déjà l'infrastructure statique, elle marche? Quand est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle a des limites? Est-ce qu'on peut... Parce que souvent, il y a plein de types d'infrastructures. Hein. Quand on dit infrastructure, c'est beaucoup de choses différentes. Voilà, est-ce que ça, c'est peut-être déjà dans la recherche et c'était pas votre objet à vous? Alors, c'était pas mon objet, parce que ça, pour le coup, je pense que c'est un travail de vrais spécialistes de la sociologie des transports ou de l'urbanisme. J'espère qu'ils regardent ça de manière. Après, je discute avec des gens comme ça. On voit ici des concentrations sur des grosses infrastructures, c'est clair. Ça serait vachement intéressant de regarder quelle infrastructure n'a pas fonctionné. Celle que les gens ne prennent pas. Et à quel point ça a coûté de l'argent pour rien. Mais oui, donc non, j'ai pas regardé ça. C'est pas mon sujet. Un des vrais problèmes, enfin, en bas, enfin, comment dire, les données, ça sera toujours une photo à un instant T. Évidemment, si on a de la donnée sur du long terme, on va pouvoir voir des modifications d'usage. Et si on arrive à dire, bah, là, il y a une voie lyonnaise qui s'est ouverte, qu'est-ce que ça a changé? Ça serait super intéressant. J'espère pouvoir regarder ça un peu avec le réseau cellulaire, parce qu'on a des historiques de 7 à 10 ans de surveillance du territoire. Donc, on n'a pas encore de quoi avoir les voies lyonnaises. Et surtout, comment dire, les reconstructions de traces que je vous ai dit là, c'est possible si on connaît l'identifiant de quelqu'un, son identifiant de téléphone. C'est impossible à sortir comme ça des données d'Orange sans aller à la pêche à la ligne dans 1 million de personnes. Ça leur tiens, lui, est-ce qu'il ne ferait pas du vélo? Donc on n'a pas fait. Mais je pense qu'il y aurait moyen de faire ça. Peut-être qu'on verra des concentrations de mobilité sur les voies lyonnaises. Et là, on se dira, bah oui, c'est des cyclistes. Donc, on va y récupérer, on va essayer de récupérer leur voie historique. Mais c'est Parce que reconstruire la vitesse de déplacement d'un individu dans la base de données, c'est ça, c'est très compliqué. Oui, puis savoir lequel il faut que je récupère. Oui, c'est ça. La vitesse de vélo, ça peut être une vitesse de train. En lien, tu t'expliquais que ta méthode de définition de la proximité entre deux itinéraires, ça te disait que pour être proche, il fallait qu'il y ait un morceau commun. Ouais, C'est ça. Du coup, j'en reviens à ce que tu disais sur la reconstruction. Lorsque tu prends tes données cellulaires, tu reconstruis l'itinéraire. Est-ce que tes algos ils vont être capables de reconstruction? Est-ce qu'ils font la différence entre... Non, c'est trop large. Du coup, je me dis, finalement, à partir de données cellulaires, tu vas peut-être pas pouvoir avoir assez de précision pour avoir l'info qui te sert pour... Alors, ça dépend où et quand. En hypercentre, oui, ça va aller parce que enfin, si la 5G est bien déployée sur les bonnes bandes de fréquences, il y a des microcellules qui n'ont qu'un seul bout de rue. Donc, on sait que dans le vieux Lyon, quand on sait distinguer si on est accroché sur la rue du Bœuf ou la rue Saint-Jean. Parce que, de toute façon, ça fonctionne. Donc, il y a 2 antennes, quoi. Si on est, je sais pas moi, du côté de Montchat, là, c'est plus gênant parce qu'il y a des grands espaces, il y a peut-être des antennes. Et si on prend des données historiques où on a de la 3G, bah là, c'est non. Parce que ce sera des cellules de 500 mètres de diamètre. Donc, il y a cette question technologique. Et après, la vitesse, c'est un peu pareil. Plus la cellule est petite, plus c'est possible. Il y a des endroits où ça a marché, puis d'autres endroits où... Et la reconstruction de mode de déplacement, vous entendez expliquer de ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup fait
Google notamment, beaucoup travaillé là-dessus. Marche bien avec le GPS. Ça marche moins bien avec les données cellulaires, évidemment. Parce que la vitesse moyenne, ça suffit pas, il faut des profils d'accélération. C'est pas pareil avec un vélo, il y a un... Et en plus, maintenant, Mon vélo, c'est pas pareil. Mais, un vélo, ça peut-être. Ouais, je pense que ça marche pas pareil qu'un tram. Et puis surtout, normalement, un vélo, ça s'arrête pas à tous les arrêts. Alors, c'est incroyable. Et derrière le tram. Merci. Bah, désolé, Avec plaisir. Je sais pas si j'ai raté des trucs Non, à distance. C'est bon? je crois. On va mettre un terme aujourd'hui là, en tout cas, à ce temps officiel. Après, ça n'empêche pas évidemment de continuer à échanger. Merci. Normalement, sur mes mails, vous avez mon mail. Pas du tout. Mais il y a mon nom, Ouais, je vais chercher, vous l'avez. je remettrai, Donc, si vous avez des questions. Merci en tout cas Hervé pour cette Merci pour présentation. l'invitation. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Petit juste rappel, les prochaines dates, donc le 8 avril, dans 10 jours, 15 jours, avec la métropole de Lyon et Erasme, Anthony Angelot qui viendra parler de calque de plantabilité et de désimperméabilisation, si j'ai réussi à dire. Donc, des travaux qui ont été menés par Erasme, notamment donc, sur et sur l'IA comme outil d'aide à la décision sur ces enjeux-là. Le 20 mai, avec Gen AI, pardon, sur les impacts, un outil qui permet de calculer les impacts environnementaux des LLM, donc des modèles de langage. Et le 19 juin, avec Tristan Nito, qui est... voilà. Et oui. Écoutez, Tristan Nito. Voilà, il y en a plusieurs événements avec lui prochainement, donc qui est quelqu'un qui a bossé notamment pour Mozilla et pas que, et qui porte un discours autour de l'impact du numérique, et c'est justement ce dont il viendra parler j'ai dit le 19 juin, autour de la loi d'Irum, ce qu'on appelle la loi d'Irum, qui est l'inverse de la loi de Moore, qui fait que, en gros, les processeurs double de performance en gros tous les ans, tous les 2 ans, je sais plus. Et aujourd'hui, voilà, on arrive à une limite là-dessus. Et donc, comment on se projette sur la suite, notamment en optimisant les logiciels, en allongeant la durée de vie du matériel. Mais j'en dis pas plus, c'est lui qui le dira mieux que moi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, à revenir. Merci encore une fois à tous et merci à Hervé. Merci. Et puis à très bientôt. Merci. Suivez Tristan sur Mastodon. Il achète des beaux jeux.